nord du Mali. Et on a tendance à penser de la guerre, des terroristes. C'est un peu peur. Et l'extérieur, vraiment ne pas baisser de niveau. C'est pas parce que les parents ne sont pas là pour vous suivre que vous allez dériver prendre d'autres chemins. Donc, il y a beaucoup de pays. Donc, par exemple, ici, tu peux voir des communautés où il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Les enfants sont vraiment scolarisés là-bas. À chaque fois, il y a des politiques pour ça. Pour même à ce qu'on va dire que les filles soient scolarisées. Je suis originaire de la ville de Tombouctou, la cité de 333. Bonjour, bonsoir tout le monde. On se retrouve à nouveau pour un nouvel épisode. Donc aujourd'hui, ici à Lady Maman. Donc je vais vous laisser de vous présenter. D'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour Mohamed Ali, j'espère que tu vas bien. Je salue tes téléspectateurs qui nous regardent de loin. Mon nom c'est Ali Mahaman et je suis le secrétaire général de la Kenitra. Merci beaucoup pour ta présentation. Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où tu viens? D'accord. Donc, je suis originaire de la ville de Tombouctou, la cité de 333. Donc, voilà, je suis issu d'une fratrie de, on va dire, de filles et de 2 garçons. Voilà, j'ai 3 petits frères et sœurs. Et voilà, c'est un peu ça. Ah, d'accord. Merci. Est-ce que tu peux rentrer un peu dans ton parcours scolaire? Tu as fait quelles études? D'accord. Depuis le début. Hein? D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, moi, j'ai commencé l'école on va dire, la première année à Bamako, école Montesquieu au niveau de Calaban Golf. Et après, voilà, vu que mon père, chaque fois on le mute, il part dans d'autres villes. Du coup, j'ai fait, après là-bas, j'ai continué sur Tombouctou. Je fais 4e année. Après, je suis revenu à Bamako pour la 5e année, ainsi de suite. Je suis parti continuer la 6e année à Tombouctou. Et c'était en 2012, lors de la crise. Donc, j'ai pas pu continuer l'école à Tombouctou. Du coup, on a dû se déplacer pour aller à Sévaré à Mopti. Donc, j'ai continué la 6e année là-bas. Après, je suis revenu à Montesquieu encore pour commencer la 7e année. Après, on est parti à Ségou. J'ai continué la 7e année et j'ai fait la 8e année aussi là-bas. Après, j'ai fait le DF à Tombouctou, comme à Fondogmo. La 10e année et puis la 11e. Après, je suis venu à Bamako. J'ai fait le bac là-bas à l'école Carnot, LPC. Donc, j'ai obtenu mon bac là-bas en 2018. Après ça, je suis parti pour une formation de 6 mois au Ghana en anglais. Donc après, je suis venu ici au Maroc à Kenitra, continuer les études universitaires. Donc Dieu merci, après la licence, j'ai fait des études de master. Donc aujourd'hui, j'ai un bac +5 en économie, politique publique et développement. Donc c'est un peu ça. Ouais, quand même ça résume tout. Ouais. Ok, donc ça veut dire du coup tu as voyagé beaucoup à l'intérieur. Exactement. Il y a beaucoup de villes au Mali. Ouais. Ok. Et aussi tu es bilingue. Donc on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la difficulté pour les études au nord du Mali qui a fait un peu là-bas? Même si tu n'as pas étudié tout ton parcours scolaire au nord du Mali, mais tu as fait une partie de là-bas, au nord. Bon, j'ai pas eu de difficulté. Mon père a toujours tenu à ce qu'on soit inscrit dans les meilleures écoles possibles. Donc voilà, j'ai vraiment pas eu de soucis avec ça. Du coup, j'ai toujours été parmi les meilleurs quand même. Voilà, donc voilà, c'est un peu ça. J'ai pas vraiment rencontré de difficultés à ce niveau. D'accord. Je pense que
au nord du Mali, il y en a certains qui ne peuvent pas accéder aux écoles là où il y a. Parce qu'au nord du Mali, quand on parle de la nord du Mali, du nord du Mali, on a tendance à penser de la guerre, des terroristes. Donc, ça fait un peu peur et on a tendance à croire aussi qu'au nord du Mali, actuellement, il n'y a pas des études ou des Bon, je crois juste que c'est au niveau de la désinformation, parce que les gens ne sont pas vraiment informés par rapport au nord du Mali. Moi, je suis parti faire mon DF là-bas, j'ai fait mon DF en 2015. Imaginez, 2015, le DF 2015, la guerre a commencé, la crise a commencé en 2012. Après, nous sommes repartis là-bas. Maintenant, c'est calme. Mais voilà, comme les gens ne sont pas vraiment informés, il faut d'abord être là-bas pour voir. Sinon, c'est vrai que notre pays est en train de traverser une période difficile. Même à Bamako, on va dire ça comme ça. Sinon, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Les enfants sont vraiment scolarisés là-bas. À chaque fois, il y a des politiques pour ça. Pour même à ce qu'on va dire que les filles soient scolarisées. Maintenant, on peut dire qu'à Tombouctou là-bas, les enfants, pratiquement tout le monde, ils ont accès, que ce soit les écoles privées ou les écoles publiques. Quand même, la majeure partie des élèves, des enfants sont scolarisés. Alhamdulillah. Quand même, je les remarque aussi. En venant ici, je vois des gens qui viennent partout au Mali et surtout aussi au nord du Mali. Je me suis dit, ce sont des élèves brillants, tu vois. Donc, je me suis dit, au Mali, au nord, il n'y a pas la guerre là-bas. Comment ils font pour devenir les meilleurs étudiants ou les meilleurs élèves? Bon, comme je l'ai dit, la guerre, là, vraiment, c'est parce que les gens ne sont pas vraiment informés là-dessus. Sinon, à Tombouctou, vraiment, c'est comme Bamako. C'est comme Bamako. C'est vrai que souvent, il y a des étudiants qui voudront peut-être continuer des études supérieures universitaires, mais par exemple, à Tombouctou, on n'a pas vraiment assez d'universités comme à Bamako. Du coup, après le bac, les étudiants ils partent au niveau de Bamako pour continuer leurs études supérieures là-bas. Sinon, à part ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok, tu as eu combien de moyens au bac? Bon, on va dire, j'ai eu une mention assez bien, 13,0, je pense, non, si je ne me trompe pas. Donc, c'est ce que j'ai eu au niveau j'ai fait la TSECO, sciences économiques, ouais. Ok, terminal sciences économiques. Ouais. Ok. Donc, quels sont tes conseils à donner aux jeunes générations qui vivent dans les zones défavorisées? Parce que chez nous, on a tendance à penser qu'au nord du Mali, c'est des zones défavorisées parce que on voit toujours les attaques et tout. Donc, bon, comme tu parles d'attaque là, moi je dis même à Bamako actuellement, voilà, c'est une réalité que notre pays est en train de traverser partout. Donc, faisons des justes confiance à nos femmes, nos forces armées maliennes, et ça va aller quoi. Ça va aller. C'est vrai qu'on est en train de traverser, on va dire, une période très très difficile. Il faut qu'on résiste, on tienne face à ces groupes-là. Et après, voilà quoi, ça va bien se passer. Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la guerre au nord du Mali? Parce qu'il y a beaucoup de déformations. Donc, on ne sait pas réellement c'est quoi. Parce que nous, les médias, parce que nous, au sud du Mali, je suis de Bamako, donc on n'est pas bien informé. Donc, toi, du coup, tu as fait le nord, tu as fait le sud. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Bon, le but même de la guerre, je pense que moi, je ne suis pas vraiment informé sur ça. Donc, je pense que c'est des histoires politiques, voilà quoi. Donc, vu que je ne suis pas expert dans ce domaine-là, je préfère vraiment pas m'annoncer dessus parce que je ne suis pas vraiment informé vraiment dessus. J'ai peur de dire quelque chose qui n'est pas vraiment réel sur ce côté-là, quoi. D'accord. Ok, mais
toi, à ton côté, à ton profil d'étudiant, et tu es aussi un entrepreneur. Tu as, tu as une entreprise qui s'appelle Ecomat, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton entreprise? D'accord. Et qu'est-ce que tu fais? Mon entreprise, c'est Eco and Math, voilà. Okay. Et nous faisons en fait des cours de soutien aux étudiants en difficulté. Donc, j'avais déjà commencé à faire des cours, mais l'entreprise n'existait pas en soi et c'était des cours gratuits. J'ai été appelé par Nazem Kenitra, le chargé académique, mon prédécesseur, Adama Koulibaly. Donc, il voulait que je fasse en fait des cours de soutien. Je donne des cours de soutien aux nouveaux étudiants qui venaient d'arriver, surtout en économie. Parce que les étudiants, quand ils viennent leur première année, ils ont tendance à venir en retard. Ils ont du mal à rattraper les cours et partir valider au premier coup leur premier semestre et ça devient un peu compliqué par la suite. Donc, j'ai commencé à faire des cours en statistique, comptabilité, mathématiques et autres. Donc voilà, on a pu faire un résultat et c'est à partir de l'année passée, l'année dernière que voilà, j'ai pris cette initiative, voilà, de commencer vraiment à faire connaître ça, à ouvrir ça aux autres étudiants. C'est vrai que je faisais ça à d'autres étudiants, j'avais des étudiants rwandais, des étudiants tchadiens, maliens, et puis voilà quoi, c'était un peu, ils venaient un peu de partout. Du coup, j'ai voulu vraiment que ça soit ouvert à tout le monde, à des prix abordables. C'est là j'ai dû ouvrir ça, voilà. Bon. Après, on était vraiment focalisé sur la faculté d'économie. Moi, je faisais cours aux étudiants qui venaient de la filière économie. Et je travaillais avec Aïcha Sangaré, une de mes collaboratrices. Voilà, elle faisait cours aux étudiants qui sont en gestion comptable et gestion financière. Du coup, de S1 à S6, voilà, on essaie de suivre vraiment ces étudiants-là, à ce qu'ils puissent valider leur module. Dieu merci, on a quand même pu faire des résultats jusqu'à 98% de réussite. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc quand même après, nous sommes ouverts à tout le monde. Ceux qui veulent vraiment travailler avec nous, ils peuvent nous contacter pour d'autres filières, par exemple la géologie, les sciences et autres. Donc s'ils veulent, ils savent qu'ils ont un potentiel, qu'ils ont minimum la licence, parce que voilà, nous devons travailler avec eux, on va dire des gens qui ont des bons résultats, qui peuvent vraiment, qui ont la pédagogie aussi d'encadrer des gens, leur partager leurs connaissances. Nous sommes ouverts à ces gens-là, quoi. Donc c'est un peu ça. Donc tu as un contact, on va le mettre. Bon, c'est toujours mon numéro, le 06 07 28 35 83. D'accord. C'est ça. Ok, on va le mettre. En cas s'il y a des gens qui sont intéressés, donc ils vont vous contacter. Et là actuellement aussi, j'ai commencé à donner des cours aussi d'anglais. Je fais des cours en ligne. Des cours en ligne seulement en anglais niveau débutant. Donc même si tu parles zéro anglais, voilà, avec nous quand même, si tu prends ta formation, et là on te forme en langue anglaise pour que tu aies au moins minimum un bon niveau de communication. Donc j'ai commencé les cours le 1er septembre. Donc voilà quoi. Pour l'instant ça va. D'accord. Ok, mais comment tu arrives à t'organiser au quotidien? Tu es un étudiant, tu entreprends à côté et aussi tu es le président de la communauté malienne. Bon, tout c'est, on va dire, une question d'organisation. Il faut savoir vraiment gérer son temps et savoir vraiment sacrifier quelque chose pour pour ça quoi. Donc j'ai dû renoncer à peut-être une vie pour me consacrer à ça. Déjà, je passais pendant les examens, je passe la journée au café, j'enseigne mes élèves. Après, moi-même, je me focalise sur mes propres modules. Après, la nuit, voilà. Après, il y a la communauté aussi, qu'on est là, on gère. Parce que ça fait, on va dire, 4 ans aussi que je suis dans l'association là, quoi. D'accord.
Qu'est-ce que tu peux nous parler un peu de l'ASEM? C'est quoi l'ASEM? Bon, l'ASEM, c'est l'association des élèves étudiants maliens du Maroc. Et voilà, il a été créé au sein de l'ambassade du Mali, voilà, par nos aînés. Donc ça fait plus d'une vingtaine d'années que l'association elle existe. Et voilà, nous sommes là dans l'accompagnement des étudiants. Voilà, aussi à organiser des activités culturelles et sportives aussi pour ces étudiants-là. Ouais. Ok, mais quel est votre but principal? Comment vous arrivez à aider les étudiants? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tu peux rentrer un peu dans les détails? Bon, l'objectif principal, c'est dans l'accompagnement et dans l'intégration de ces étudiants, des étudiants qui viennent. Parce que c'est vrai que voilà, il y a des étudiants qui viennent, ils ne savent pas comment ça se passe, et s'ils approchent l'association, nous on est là pour les accompagner. Et peu importe que ce soit des boursiers ou des non-boursiers. Généralement, c'est les boursiers, bon, nous on est. Les étudiants pensent qu'on est là, on est focalisé sur les boursiers uniquement. Bon, je pense que c'est pas le cas parce que quand c'est la rentrée qu'il y a des nouveaux étudiants qui viennent, nous on dit aux anciens, voilà, si vous avez des nouveaux, vous pouvez les déclarer parce que par exemple quand les nouveaux ils viennent, les boursiers viennent, c'est l'ambassade qui nous contacte, voilà, il y a tel nombre de boursiers qui viennent, voilà, accueillez-les, installez-les, faites leurs inscriptions et voilà, accompagnez-les. Voilà, après on organise vraiment des activités dans le but vraiment qu'ils s'intègrent et voilà, puissent mieux vivre ici au Maroc. Ok. Mais est-ce que tu as des conseils? Parce qu'il y a des gens, s'ils sont venus ici au Maroc, ils s'isolent, ils restent dans leur coin, donc ils ne participent pas au mouvement ou aux événements avec la communauté. Est-ce que tu as des conseils à nous donner? Bon, déjà, comme tu le dis, quand on organise des activités, c'est pas vraiment pour nous, on l'organise, mais on l'organise pour la communauté. Et si cette communauté n'est pas vraiment collaboratrice avec nous, c'est un peu compliqué. Et les étudiants qui s'isolent vraiment, c'est pas, on va dire, un comportement à suivre parce que l'isolement aussi, ça peut entraîner à d'autres choses. La dépression et autres. La dépression, vraiment, c'est une maladie et c'est un peu compliqué. Donc, nous, on est là pour vraiment mettre les gens dans une ambiance familiale. Voilà. Parce qu'on est quitté au Mali, on te dit, voilà, Mali, mais tu reviens, tu es au Mali aussi. Parce que, voilà, les activités culturelles qu'on organise, c'est pour vraiment représenter notre pays et vraiment rester vraiment en famille et voilà, collaborer aussi avec nos frères marocains qui sont là. Parce que c'est pas vraiment, nous n'avons pas, on va dire, les mêmes cultures, c'est vrai. Donc, essayer de faire un partage de ces cultures-là, quoi, et apprendre. Parce que quand tu voyages, c'est pas uniquement pour les études, j'ai tendance à le dire. Si c'était seulement pour les études au Mali, nous avons une formation aussi là-bas. Pourquoi ne pas rester là-bas? Donc, voyager aussi, ça te permet d'acquérir quelques expériences dans la vie et autres. Donc, quand tu quittes ton pays, tu viens et tu restes dans l'isolement, c'est pas vraiment conseillé, quoi. Du coup, ils doivent vraiment être là, ouverts aux autres, on va dire comme ça. Donc, même ça, c'est intéressant. Et ici aussi, il y a beaucoup de communautés, il y a beaucoup de pays. Donc, par exemple, ici, tu peux voir des communautés ou d'autres peuples que tu ne vois pas au Mali. Exactement. Par exemple, il y a des Asiatiques. Exactement. Il y a beaucoup de pays d'Afrique qui viennent ici étudier. Donc, ça nous facilite beaucoup de choses. Donc, quand même, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, nous, en tant que boursiers maliens, et vous, en tant que les responsables de la communauté, on ne peut pas passer cette émission sans parler de la difficulté ou la condition des boursiers maliens. Que vous avez des conseils ou quelque chose à dire à propos de ça? Parce que
Sincèrement, la bourse du Mali, c'est peu. Je l'ai dit, hein. C'est peu et ça ne vient pas aussi régulièrement. Donc, est-ce que vous avez fait quelque chose pour aider les boursiers pour qu'ils puissent être dans la bonne condition pour mieux étudier? Bon, déjà quand l'étudiant quitte le Mali, avant même qu'il ne quitte le Mali, moi, on va dire, ça fait 2 ans, j'ai initié avec notre secrétaire général de l'époque, Léa Daouda. Et en ce moment, nous étions tous rentrés au pays. Voilà, je pense que c'était votre promotion, même si je ne me trompe pas. 2023. On a fait une séance d'information déjà sur notre ville de Kénitra. Voilà, parce que c'est vrai que oui, là, il y a la bourse de l'AMC, il y a la bourse du Mali, mais aussi les parents doivent aussi contribuer à quelque chose. Les parents doivent chaque mois avoir une somme fixe à envoyer aux étudiants. Voilà d'ailleurs pourquoi on insiste à ce que les parents soient présents. On leur explique en fait les conditions ici. Parce qu'avec uniquement la bourse, l'étudiant ne peut pas vraiment vivre ici. Donc les parents doivent soutenir financièrement les enfants, parce qu'il y a des parents qui pensent vraiment qu'avec la bourse, tout est pris en charge, parce que nous, on leur dit, oui, si c'est vrai que tu ne payes pas les études, peu importe, même si tu fais 10 ans, tu ne valides pas tes modules, tu restes, tu ne payes pas la scolarité, oui. Il y a la bourse de l'AMCI, excusez-moi, il y a la bourse de l'AMCI aussi, on te donne ça sur 3 à 4 ans, après on te coupe ça. Donc c'est à l'étudiant c'est parce que vous étiez excellent que vous êtes devenu, on vous a accordé ces bourses là pour venir à l'extérieur, mais vraiment ne pas baisser de niveau. C'est pas parce que les parents ne sont pas là pour vous suivre que vous allez dériver, prendre d'autres chemins. Donc pour bien passer les études dans un cadre vraiment professionnel, dans un cadre amical, et c'est un peu ça. Donc concernant la bourse, c'est vrai que nous sommes là souvent, on en parle. D'ailleurs, même lors du dialogue intermalien, j'ai intervenu dessus, j'ai parlé au nom des étudiants. Voilà, oui, c'est vrai que la bourse est petite, mais je pense que nous devons toujours faire confiance en nos dirigeants. C'est eux qui savent ce qui est mieux pour nous. Donc peut-être que après ils verront ce cas-là. En tout cas, leur objectif, je crois que c'est déjà d'abord d'amener la sécurité au Mali. Après ils pourront se focaliser sur d'autres domaines. C'est ce que je peux dire sur ce côté-là. D'accord. Ok, on a compris. Et comment tu te vois dans l'avenir? Bon, dans l'avenir, c'est une grande question, hein. On va toujours déjà continuer dans cette optique d'entraide. Et là où Dieu va nous amener, on est là, on est preneur. C'est un peu ça. Parce qu'on ne peut pas vraiment se projeter dans l'avenir sans dire Inch'Allah aussi. Donc ce que Dieu va, on va dire, planifier pour nous, nous sommes preneurs. D'accord, mais est-ce que tu peux rentrer un peu dans les détails? Parce que bien sûr que c'est la dette ou les dettes appartiennent à Dieu, mais on a des objectifs, on a des envies, on a des choses en tête, on veut réaliser des choses, mais c'est pas forcément qu'on va les réaliser parce que tout dépend de Dieu, mais selon toi, quels sont tes objectifs dans le futur? Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, après tes études. Déjà, je compte, on va dire, travailler. Travailler, peu importe le domaine, que ce soit un domaine, on va dire, qui sera un peu rentable côté parents, parce que les parents, ils sont là, ils sont fatigués, ils ont vraiment, on va dire, contribué à tout ce que j'ai pu réaliser en ce moment. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour leur dire vraiment merci. Merci pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, de m'avoir accordé tellement de leur grâce, de leur bien, de leur amour, on va dire, de leur bienveillance aussi. Et déjà être, on va dire, rentable de ce côté-là. Donc trouver un travail qui va me permettre de les mettre aussi à l'aise. Et comme je l'ai dit,
c'est Dieu qui planifie les choses. Donc, peu importe ce que Dieu va faire pour nous, on est preneur. Et Inch'Allah, ça va aller. Ok, Inch'Allah. Ok, qui est ton idole? Qui t'inspire le plus? Mon idole, je l'ai toujours dit, c'est mon père. Mon père, je voudrais vraiment suivre ses traces parce que c'est quelqu'un qui a vraiment sacrifié beaucoup de choses pour nous, pour la famille. Et voilà, je dis pas que certains pères ne le font pas, mais voilà quoi. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour nous. Et je le remercie pour ça. Ok, merci papa. Merci. Ok, que penses-tu de la guerre au Sahel en général? Toujours ces questions politiques, hein. Bon, comme je l'ai dit, vous savez, là, c'est des sujets très sensibles. On ne sait pas vraiment comment ça se passe parce qu'on n'est pas vraiment expert dans le domaine. Et nous faisons juste confiance à nos dirigeants. Et voilà, avec l'Alliance des États du Sahel, nos dirigeants, ils ont pris l'initiative de créer. Donc, je pense que c'est des bons leaders et ils sauront quoi faire pour que ça se passe bien chez nous au Sahel là-bas. Ok, Inch'Allah, espérons bien. Ok, est-ce que tu peux nous proposer, si tu étais le président du Mali, que ferais-tu pour résoudre cette guerre? Bon, si j'étais le président, vous savez, ce groupe terroriste, on va dire, ils ont quelque chose en tête. Ils ont des gens qui les financent. Voilà. Peut-être, pourquoi pas, discuter avec eux, voir c'est quoi réellement. Parce que ces gens-là, on va dire aussi, c'est aussi des Maliens. C'est des Maliens comme nous, même s'il y a des gens qui viennent de l'extérieur. Maintenant, qu'est-ce qui les pousse à vraiment, comment dirais-je, à déstabiliser le pays comme ça? Je dis pas que les dirigeants ne font pas exactement ça, mais c'est ce que je ferais, quoi. C'est ce que je ferais. D'accord. Et peut-être à l'issue de ça, il y aura un dialogue entre nous et on saura ce qu'ils voudront. Si vraiment ils sont là, ils ne veulent pas écouter, on va pas discuter avec eux. Si c'est la guerre, ils veulent. Il y a nos femmes, ils sont là, l'armée est déjà montée en puissance, quoi. Et voilà. On est là, on se donne rendez-vous quelque part et bon, on verra qui est le meilleur gagne, quoi. Ok. Inch'Allah. Vraiment, on espère bien de trouver la paix durable au Sahel, Inch'Allah. Et partout en Afrique et au monde. Parce qu'il y a au Congo aussi, il y a la guerre. Exactement. Et ça, c'est des enfants et des femmes qui subissent les conséquences, tu vois, de la guerre. Vraiment, c'est vraiment triste. Ok, comment toi tu vois l'avenir de notre continent? Bon, je pense déjà qu'il y a un éveil de conscience qui est déjà là. Et c'est vrai que beaucoup de jeunes, parce qu'on va dire que ça commence à partir des jeunes, beaucoup de jeunes ils pensent que si vraiment on ne part pas vers l'Europe, on est condamné. L'Afrique est vraiment riche en ressources minières et autres. Du coup, on doit vraiment se focaliser dessus, ce qu'on commence à faire déjà. Et voilà. Si on continue dans cette optique, l'Afrique sera, on va dire, le continent rêvé que tous les autres continents, que ce soit les Américains, les Européens, ils voudront vraiment venir s'installer et vivre comme nous, on part chez eux. Ils voudront venir chez nous dans le même cas, dans ce cadre-là, quoi. Ça c'est vrai, je pense que si on a commencé de marcher sur ces chemins, comme par exemple ici au Maroc, on voit des Européens qui viennent ici pour s'installer, des Américains, des Asiatiques qui viennent s'installer ici, ils travaillent. Même on est sur la voie
Et on espère bien que ça va se généraliser dans tous les autres pays d'Afrique, Inch'Allah. On a tout ici en Afrique. Et ça reste qu'on travaille. Même il y a beaucoup d'organisations et beaucoup de ONG qui font la sensibilisation. Et ça ne suffit pas. Exactement. Il faut qu'on travaille aussi. Qu'on se sacrifie pour la nouvelle génération. Parce qu'on ne peut pas travailler aujourd'hui et avoir des résultats aujourd'hui. Donc il faut qu'on travaille pour la nouvelle génération, même si nous, on ne va pas se profiter à 100%. Ok. Merci beaucoup. Et pour toi, pourquoi l'Afrique est en retard? Bon, je pense que c'est toujours dans cette optique-là, c'est toujours dans cette optique de... voilà, nous avons tendance à vraiment croire que l'Europe dépasse, nous dépasse, alors que c'est eux qui viennent vraiment, ils exploitent nos ressources minières pour aller, on va dire, développer leur pays. Par exemple, en France, il n'y a pas vraiment de ressources minières. Comment la France a pu dépasser nos pays comme ça? Parce qu'ils sont venus et puis voilà, ils ont exploité nos ressources et puis ils sont partis développer leur pays. Et voilà, à travers leurs médias et autres, on a toujours tendance à croire que la vie est meilleure là-bas qu'ici, alors que rien ne vaut, on va dire, l'Afrique. Mais comme je l'ai dit, il y a un éveil de conscience déjà qui commence à être là. Et voilà, les gens ont commencé vraiment à comprendre et revenir développer nos différents pays d'Afrique. D'accord. Et merci. Là, qu'il soit X, soit Y, je propose des choses, donc tu choisis. Ok. Tu préfères être célèbre ou être milliardaire? Je préfère être un milliardaire. Pourquoi? Être célèbre sans argent aussi, c'est très très compliqué. C'est très compliqué. Et qu'est-ce que cette célébrité-là, si ça ne t'apporte pas? Alors, à l'heure actuelle où on parle, on va dire un peu l'argent qui fait tourner le monde. Si je deviens milliardaire, même si je ne suis pas célèbre, je pourrais être là vraiment pour la famille, pour toute personne qui est dans le besoin et que je peux aider. Je n'hésiterai vraiment pas à lui accorder vraiment l'aide nécessaire. Voilà. Donc la célébrité, ça ne se mange pas, quoi. Ah ouais. Ok. Tu préfères rester au Maroc après les études ou rentrer au pays? Bon, pour l'instant, on va dire que moi, dans mon cas, je pourrais dire que si je rentre vraiment au pays, j'aurais pas vraiment, il n'y a pas vraiment quelque chose de garanti pour moi. Alors qu'ici, au Maroc, par exemple, j'ai des réalisations que j'ai pu faire. Je vais continuer peut-être à un peu travailler ici, me faire un peu, voilà, un petit capital que je pourrais aller commencer à entreprendre là-bas au Mali. Parce que c'est l'entrepreneuriat actuellement qui marche, on va dire ça comme ça. Donc quand tu veux entreprendre, il te faut vraiment des fonds, et si tu n'as pas quelque chose pour te rapporter là-bas, ça va être un peu compliqué. Du coup, je préférerais rester ici, me développer un peu, peut-être dans 2-3 ans et rentrer définitivement. D'accord. Et Inch'Allah, tu préfères Kadhafi ou Thomas Sankara? Bon, je préférerais Kadhafi parce que Kadhafi, il a aussi beaucoup fait pour nous au Mali là-bas, même au nord là-bas, il a vraiment fait. Il s'est même déplacé pour aller là-bas. Il a creusé un canal à Tombouctou, dans le fleuve Niger, jusqu'à derrière notre lycée. Chaque fois quand l'eau vient, on partait se détendre là-bas. Et il a réalisé beaucoup de choses là-bas. Même si Thomas Sankara, oui, c'est quelqu'un, c'est un panafricain et tout ça. Je préférerais Kadhafi. D'accord. Tu préfères Amadou Hampâté-Bâ ou Camara Allais? On va parler de Amadou Hampâté-Bâ parce que j'ai dit quelques-uns de ses ouvrages qui m'ont, on va dire,
c'est quelqu'un qui a révolutionné aussi notre école. Parce que parfois on parlait que de lui, d'Amadou Ampatiépa, même si oui, Camara Laye aussi c'est un écrivain qui a aussi révolutionné le monde ici. Ok, Bartha ou rien? Bon, si tu me demandes, je ne veux pas être athée sur ce côté-là. Je préférerais le Real, bien que voilà, je ne suis pas vraiment football. Quand on me demande quelle équipe tu supportes, je vais toujours dire Real, même si le Real perd demain. Le Barça gagne, moi vraiment ça me fait ni chaud ni froid, mais quand même, voilà, c'est un peu ça, Real. Eh bien, pourquoi? Bon, c'est question de préférence. Hein? D'accord. Ouais. Ok, on comprend. Ok, tu préfères te marier avec une femme pile ou soirée? Cette question. Bon, on va dire que principalement les peuls. À défaut d'une peule, voilà quoi, les soleils peuvent venir. Parce que comme je dis, j'ai toujours prôné la diversité culturelle et autres. C'est un peu ça. Ok. Ouais. Dernière question, tu préfères Ronaldo ou Messi? Bon, Ronaldo. Ronaldo. Ouais. Donc, ça suit. Exactement. Ah, ok, même s'ils ne sont plus. Oui, dans les mêmes équipes, oui. Ok, quand même, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Et les derniers mots pour les téléspectateurs. Bon, je dis déjà merci pour cette invitation. Et merci aux téléspectateurs déjà aussi. Et j'espère vraiment que tout ira bien pour notre continent, l'Afrique. Et tous les étudiants aussi qui sont venus ici à l'extérieur, qu'Allah fasse vraiment que leurs souhaits se réalisent, qu'ils puissent vraiment faire leurs études dans le plus grand des calmes et voilà, obtenir leur diplôme et voir s'ils voudront vraiment continuer ailleurs ou rentrer. Que peu importe où ils iront, que vraiment que qu'Allah nous guide tous vraiment dans tout ce que voilà, dans tous nos projets qu'on souhaiterait réaliser dans le futur. Ok, Inch'Allah. Ok, quand même, merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Honneur de t'accueillir. Merci bien. Je sais que tu es beaucoup occupé. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. L'avenir du continent, c'est nous. Ouais.